Bonjour, je me présente Stéphanie Viennot, je suis gastro-entérologue au CHU de Caen et je vais vous présenter le consensus ECHO sur le diagnostic initial, le suivi des maladies inflammatoires chroniques intestinales et la détection de leurs complications. Mes liens d'intérêt. Donc, qu'est-ce que c'est que ces recommandations ECHO-ESGAR? Alors, ECHO, c'est la Société européenne des maladies inflammatoires chroniques intestinales, Crohn et rectocolite hémorragique, et l'ESGAR, c'est la Société de radiologie européenne des maladies digestives. Les consensus ECHO sont sur tous les sujets, partant des traitements, de l'histologie, du management du suivi, en pédiatrie, etc. Et là, ces recommandations ont été publiées en 2019 concernant le diagnostic et le suivi, que ce soit d'un point de vue radiologique ou endoscopique. L'objectif de cette présentation, c'est vraiment de faire de la distillation, c'est-à-dire on prend un maximum d'informations et on essaye d'en sortir le nectar le plus important pour notre pratique quotidienne. Donc, ces recommandations, elles concernent trois choses. Le diagnostic initial, la surveillance d'une maladie inflammatoire chronique intestinale connue et la détection des complications. Concernant le bilan à réaliser au moment du diagnostic initial, il faut savoir que c'est un diagnostic qui va résulter d'un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, endoscopiques, radiologiques et histologiques. Et donc, il va falloir qu'on fasse le point sur tous les examens complémentaires nécessaires pour étayer ce diagnostic. Donc là, vous avez sur cette slide le bilan biologique qui est préconisé. Il est important de rappeler qu'en premier lieu, il faut toujours éliminer une infection et en particulier une toxine de Clostridium difficile. Ça doit être fait de manière systématique. Et puis, on fera systématiquement un bilan biologique complet à la recherche d'une anémie, d'une thrombocytose, d'une hypoalbuminémie ou d'un syndrome inflammatoire biologique. Maintenant, dans ce consensus, le dosage de la calprotectine fécale est recommandé au moment du diagnostic. Et c'est parce que c'est le marqueur biologique le plus sensible de l'inflammation intestinale et qu'il y a une très bonne corrélation avec les indices d'activité endoscopique. Le seuil de positivité qui a été retenu par le consensus ECHO-ESGAR pour le moment du diagnostic, c'est 150 microgrammes par gramme de sel. Il va également falloir faire un bilan à la recherche de carence puisque l'anémie, ça reste la complication la plus fréquente des NICI et que ça peut impacter de façon importante la qualité de vie des patients. En l'absence de signes d'inflammation, un taux de ferritine à moins de 30 microgrammes par litre est un marqueur de carence martiale. En revanche, en cas d'inflammation avérée, la ferritine supérieure à 100 et un coefficient de saturation inférieur à 20% nous font poser le diagnostic d'anémie par carence. On n'oubliera pas le dépistage des carences en B12 et en folate. Dans ce consensus, il est recommandé au moment du diagnostic de faire les sérologies de la varicelle et de la rougeole ainsi que les sérologies de l'hépatite B parce que l'ensemble de ce bilan peut conduire à la réalisation de vaccins. Alors, il est recommandé de faire pour la rougeole et la varicelle au moment du diagnostic parce que s'il y a une vaccination à faire, il faudra la faire avant la mise sous traitement. En effet, c'est des vaccins vivants, donc ils seront contre-indiqués chez nos patients quand ils seront sous immunosuppresseurs ou sous biothérapie. D'où l'intérêt de le faire au début, avant la mise en traitement. Et puis, donc, on rajoute également les sérologies classiques, hépatite C, VIH, EBV, CMV. Dans le consensus ECHO, il n'est pas stipulé qu'au moment du diagnostic, il est indispensable de faire le quantiferon, mais ça fait partie des choses recommandées. Et vous voyez que j'avais mis en haut à droite ASCA-ANCA parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout recommandé de le faire au moment du diagnostic des maladies inflammatoires intestinales. À ce bilan biologique s'associe un bilan morphologique qui comprend, que ça soit pour une maladie de Crohn ou une rectocolite, une iléocoloscopie. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, même dans la rectocolite, il faut aller voir le grêle au moment du diagnostic pour ne pas méconnaître justement un Crohn iléocolique. Si le diagnostic de maladie de Crohn a été retenu après l'iléocoloscopie initiale, il va être indispensable d'aller proposer une exploration de l'intestin grêle, soit par échographie, soit par entéro-IRM, soit par capsule,
Cela permet de ne pas méconnaître au moment du bilan initial des lésions suspendues qui pourraient avoir un impact sur notre décision thérapeutique. Différentes études réalisées ne mettent pas en évidence de différences significatives entre ces différentes techniques, donc on fait en fonction de ce qu'on a dans notre centre, mais il faut quand même rappeler que la sténose est une contre-indication à la capsule et qu'au moment du diagnostic initial, il sera indispensable de réaliser soit une IRM, soit une patency avant la réalisation de cette capsule endoscopique. Concernant l'endoscopie œsogastro-duodénale, il n'y a pas eu de consensus sur le fait de la mettre en systématique dans le bilan initial. Cependant, il y a quand même plusieurs études qui mettent en évidence qu'on peut avoir des lésions hautes sans symptômes de lésions hautes. Or, cela pourrait modifier notre stratégie thérapeutique. Donc, ça me semble important de pouvoir le proposer aux patients. Bien évidemment, quand on fait ces endoscopies, on fait des prélèvements et dans le consensus, il est recommandé comme indispensable de réaliser au moins 2 biopsies en zone saine et 2 biopsies en zone pathologique, que ce soit pour la maladie de Crohn ou pour la rectocolite hémorragique. Quand on a posé le diagnostic et que ensuite on surveille nos patients, quel est l'objectif de la surveillance, quel est le rythme de la surveillance dans la rectocolite? L'objectif dans la rectocolite hémorragique, c'est la cicatrisation endoscopique, puisqu'on a mis en évidence que ça diminuait le recours à la chirurgie à 5 ans. Le consensus STRIDE avait recommandé comme objectif dans la rectocolite une rémission clinique et une cicatrisation muqueuse endoscopique. Chez les patients qui ont une rectocolite qui répond cliniquement au traitement médical, cette cicatrisation endoscopique doit être évaluée quand? Elle doit être évaluée à 3 à 6 mois. C'est important de réaliser des biopsies, mais la cicatrisation histologique aujourd'hui n'est pas l'objectif thérapeutique, pas encore, dans la rectocolite hémorragique. Autant l'iléocoloscopie complète est indispensable au moment du diagnostic de RCH, autant une coloscopie courte, une rectosigmoïdoscopie, peut complètement suffire pour la surveillance. De même, la calprotectine fécale peut avoir un intérêt pour surveiller nos patients de manière rapprochée. Enfin, un petit mot sur l'échographie abdominale qui peut être un autre moyen non invasif d'évaluer la réponse au traitement. Il a été démontré une très bonne sensibilité pour le côlon gauche et le sigmoïde, mais une sensibilité très faible pour l'atteinte rectale. Donc, on conclura de tout ça que l'échographie ne peut pas être proposée en alternative à une coloscopie courte dans les rectites pures. Vraiment, dans les rectites pures, ça n'a pas d'intérêt de surveiller nos patients en échographie. Concernant une maladie de Crohn, quel est l'objectif? Alors, la réponse clinique et biologique doit être évaluée à 3 mois après l'instauration d'un traitement. Et concernant la réponse endoscopique, ça ne doit pas être évalué avant 6 mois. C'est 6 à 12 mois. La réponse endoscopique ou la réponse transmurale doit être évaluée. Ça dépend de la localisation de la pathologie. Il reste très difficile de définir quand doit avoir lieu l'évaluation de l'efficacité du traitement, parce qu'en fait, ça dépend probablement de la localisation de la maladie et du phénotype de la maladie. Il a été mis en évidence que la calprotectine fécale est un biomarqueur qui est fiable pour la cicatrisation muqueuse du côlon, mais également pour les atteintes isolées du grêle, avec des méta-analyses récentes qui confirment que la valeur prédictive négative est très bonne, supérieure à 90%. Comment évaluer cette cicatrisation endoscopique? Donc, l'examen de référence, ça reste l'iléocoloscopie totale dans la maladie de Crohn, bien sûr, mais pour certaines localisations de la maladie, d'autres examens sont nécessaires, et en particulier pour les localisations gréliques, pour pouvoir évaluer l'activité transmurale. Donc, 3 examens sont utilisés pour évaluer cette activité: l'échographie, l'entéro-IRM, le scanner. L'échographie, ça reste un très bon examen, une méthode d'évaluation peu onéreuse, non invasive, avec une très bonne corrélation avec l'endoscopie quand l'opérateur est expérimenté. Il y a 2 paramètres à évaluer principalement, l'épaisseur de la paroi et la vascularisation. L'IRM, comme on l'utilise déjà largement, avec une bonne corrélation entre les scores IRM et les scores endoscopiques, avec une sensibilité qui est identique à celle de l'échographie. En revanche, le scanner n'est pas recommandé pour la surveillance et l'évaluation de l'efficacité des traitements du fait de l'irradiation qu'il entraîne. On lui préférera l'IRM pour ça. Donc, les 2 examens, ça reste l'IRM et l'échographie. La capsule peut avoir sa place, mais il faut absolument avoir éliminé une sténose. Et enfin,
en cas de lésion du tractus digestif haut, il faudra réévaluer par une endoscopie haute. Concernant les patients asymptomatiques, vous avez dans ce tableau l'ensemble des examens biologiques ou morphologiques qui peut être proposé. L'intervalle de surveillance donc proposé par le consensus ECO, c'est 3 à 6 mois pour évaluer la rémission biologique et clinique, et puis plus de 6 mois pour les IRM, les évaluations transmurales et les endoscopies. L'objectif, en fait, c'est de trouver un test de surveillance idéal qui devrait être non invasif, simple à réaliser et facile à interpréter. Et en plus, ce test, il devrait pouvoir détecter une poussée imminente de la maladie avant l'apparition des symptômes et permettre une optimisation proactive des traitements. Donc là, vous avez toutes les options. Il faut rappeler quand même que l'examen de référence, ça reste l'endoscopie, même si ça nécessite une préparation colique et la plupart du temps une anesthésie générale, et que donc ça ne sera pas réalisé tous les 6 mois. Et que la bonne alternative pour une surveillance rapprochée, ça reste la calprotectine fécale, avec une validité par rapport à l'examen de référence, une bonne corrélation par rapport à l'endoscopie, et des risques d'erreur qui sont assez modérés, qui sont surtout les faux positifs, mais avec une très bonne valeur prédictive négative. Donc, les points clés, c'est que l'examen de référence, c'est l'iléocoloscopie, que la calprotectine fécale, elle peut être réalisée plus souvent, voire tous les 3 mois si nécessaire. Dans le consensus, il a été défini comme seuil pour modifier le traitement, c'est-à-dire optimiser ou switcher, un seuil de calprotectine fécale à 250 microgrammes par gramme, et que l'élévation des marqueurs biologiques en l'absence de signes cliniques doit faire réaliser une iléocoloscopie totale et ou une évaluation transmurale en fonction de la localisation. Dernière chose vraiment très importante, c'est que il est important d'évaluer cette cicatrisation muqueuse avant toute désescalade ou arrêt de traitement. Et là, il faudra aller voir en endoscopie si on veut désescalader ou arrêter avant de prendre quelconque décision, puisqu'il a été mis en évidence que le taux de rechute à 1 an après l'arrêt des anti-TNF était de 42%, et que ce taux baissait à 26% si la rémission endoscopique était obtenue au préalable. Concernant un patient symptomatique, cette fois, quoi lui proposer dans cette situation? Donc, il faut d'abord, toujours dans un premier temps, éliminer une infection, et penser bien sûr au CMV chez les patients qui sont cortico-résistants ou qui sont sous corticoïdes. L'examen de choix pour évaluer une poussée, ça reste l'endoscopie, comme on l'a déjà dit. Concernant une maladie de Crohn de l'intestin grêle, une exploration par IRM, échographie ou vidéocapsule peut être proposée. Ces 3 examens sont sensibles et spécifiques pour évaluer une atteinte grélique symptomatique. Le choix se fera bien évidemment du coup en fonction de la disponibilité locale et de l'expertise des opérateurs. Aucune de ces techniques ne permet de trancher entre une nature fibreuse ou inflammatoire d'une sténose. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Et le meilleur marqueur non invasif, ça reste celui dont je vous parle depuis le début, c'est-à-dire la calprotectine fécale. Il y a toujours de très bonnes corrélations entre les résultats de la calprotectine fécale et de l'endoscopie, tant dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Dans le cadre du bilan d'un patient symptomatique, il faudra absolument penser à réaliser un bilan nutritionnel, car des carences sont fréquemment associées aux poussées. Ça, c'est vraiment très, très important de ne pas du tout les oublier. Quelle surveillance propose-t-on après une chirurgie? Donc, finalement, 2 situations sont à évaluer. La situation après une résection iléosécale et celle après une anastomose iléoanale. La récidive endoscopique précède la récidive clinique, raison pour laquelle il est indispensable de surveiller tous nos patients opérés. Concernant la résection iléosécale, l'examen de référence, c'est l'endoscopie et la recommandation, c'est 6 à 12 mois après la remise en continuité, avec réalisation d'un score de Rutgers qui est reproductible et qui nous permettra d'adapter ou non le traitement en fonction des résultats. Les alternatives sont celles qu'on connaît et qu'on a déjà détaillées, c'est-à-dire la calprotectine fécale, l'échographie, l'IRM et la capsule en l'absence de sténose. Concernant la surveillance après une anastomose iléoanale, l'examen de référence, c'est l'endoscopie, avec des réalisations de biopsie, puisqu'il faut pouvoir éliminer une infection ou une pouchite ischémique, et que pour l'instant, la calprotectine fécale reste encore à l'étude comme alternative. Après avoir regardé ce qu'on faisait chez nos patients
symptomatiques, on va discuter des détections de sténose et dans un premier temps des sténoses du grêle. Concernant ces sténoses, les techniques d'imagerie de référence, ça reste l'échographie ou l'IRM. Le scanner doit être réservé aux situations d'urgence, c'est-à-dire l'occlusion, mais pas pour la détection d'une suspicion de sténose chez un patient qui ne présente pas de tableau occlusif. Aujourd'hui, aucune de ces techniques n'a de précision suffisante pour évaluer le degré de fibrose, comme on l'a déjà dit initialement. Hein, c'est très important de savoir que ça ne nous permettra pas de trancher. L'intérêt de la coloscopie, malgré tout, par rapport aux techniques d'imagerie, c'est que ça nous permettra de réaliser un geste thérapeutique si nécessaire, une dilatation, et ça nous permettra la réalisation de biopsie à visée dépistage de néoplasie. Donc, ça reste un outil intéressant. Les autres sténoses sont les sténoses coliques. Et alors, les sténoses coliques, c'est autre chose. La question de la néoplasie, elle doit se poser systématiquement quand on a une sténose du côlon. Toute sténose colique doit être surveillée très attentivement du fait des risques de cancer et on doit discuter la chirurgie à chaque fois. L'examen de référence, ça reste la coloscopie, qui est associée de manière systématique à la réalisation de biopsies multiples. Quand on a une sténose colique découverte il y a moins de 5 ans, il faut absolument réaliser une coloscopie annuelle si on ne propose pas de prise en charge chirurgicale. Concernant la détection des fistules et des abcès, donc soit on parle de fistules et d'abcès intra-abdominaux, soit périnéaux. Concernant les fistules et les abcès intra-abdominaux, l'examen de référence, c'est les imageries de coupe, donc c'est vraiment le scanner et l'IRM. L'échographie n'est pas suffisante pour poser le diagnostic de fistule. Donc voilà, donc scanner ou IRM, scanner en situation d'urgence, IRM le reste du temps. Concernant les fistules et les abcès du périnée, l'examen de référence, c'est l'IRM en première intention, avec comme alternative l'examen sous anesthésie générale. Jusqu'à présent, c'était l'examen sous anesthésie générale qui était l'examen de référence, mais dans ce consensus, ça a basculé et c'est l'IRM qui devient l'examen de référence. La meilleure stratégie, finalement, ça restera quand même, pour le périnée, une stratégie de combinaison de techniques. On peut associer l'IRM à un examen sous anesthésie générale ou à une échographie transanale, bien sûr en l'absence de sténose. Et il faudra ne jamais oublier d'évaluer en endoscopie le rectum, puisque finalement, la présence ou non de lésions au niveau du rectum va modifier notre stratégie thérapeutique. Que doit-on faire dans les situations d'urgence? Eh bien là, c'est assez simple, c'est un scanner. Ça doit être l'examen pour toute situation d'urgence devant une douleur abdominale aiguë chez une patiente avec une maladie inflammatoire chronique intestinale, que ça soit chronorectocolite, parce qu'il y a bien sûr les mégacolons toxiques dans la RCH, mais aussi les suspicions de perforation, tant dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite. Le scanner, c'est également aussi l'examen de référence en post-opératoire pour éliminer tout ce qui est désunion anastomotique ou abcès. Alors, enfin, on va discuter du dépistage du cancer colorectal chez nos patients avec des atteintes coliques. Quand est-ce qu'on fait la première coloscopie? La première coloscopie, elle doit être réalisée 8 ans après le début des symptômes pour tout patient qui a une atteinte colique. Concernant les patients qui ont une cholangite sclérosante primitive associée, on le fait dès le diagnostic de la cholangite sclérosante. Et enfin, pour les patients qui ont une atteinte uniquement limitée au rectum, il n'y a pas de programme de surveillance de recommandé. La question suivante, c'est maintenant qu'on a fait cette première endoscopie, à quel rythme on surveille nos patients? Et là, 3 situations ont été identifiées. La première, c'est la situation des patients qui sont à risque élevé. La seconde, celle des risques intermédiaires. Et la troisième, c'est pour les patients ni risque élevé ni risque intermédiaire. Il a été défini comme étant un risque élevé la présence, bien sûr, d'une cholangite sclérosante primitive, coloscopie tous les ans, ça c'est quelque chose qu'on fait déjà. Les patients qui ont une sténose colique de moins de 5 ans, donc on vient de le voir, quand on a une sténose récente, on surveille. Et puis les patients aux antécédents de maladies extensives, c'est-à-dire dépassant l'angle gauche, avec une activité sévère à un moment de sa maladie. Tous ces patients-là doivent avoir une coloscopie tous les ans. Les patients avec des risques intermédiaires doivent bénéficier d'une endoscopie tous les 2 à 3 ans. Alors, le risque intermédiaire, qu'est-ce que c'est? C'est, quand on fait une coloscopie, la présence de pseudopolypes.
C'est également le fait d'avoir un antécédent familial de cancer colorectal au premier degré à 50 ans ou plus tôt. Et enfin, le fait d'avoir une maladie extensive avec une activité légère à modérée à un moment de sa maladie. Et enfin, finalement, quand on n'a ni pseudopolype, ni antécédents familiaux, ni maladie dépassant l'angle gauche, ni sténose, ni cholangite sclérosante primitive, on peut faire une coloscopie tous les 5 ans. Et ça, c'est une donnée intéressante pour nous. Alors, on a vu quand faire la première coloscopie, on a vu à quel rythme faire la surveillance, et maintenant, comment est-ce qu'on la fait? On a deux options. On a l'option avec chromoendoscopie à l'indigo-carmin et biopsie ciblée. Et là, vous voyez que j'ai pas marqué les biopsies systématiques. Et l'option avec endoscopie en lumière blanche avec biopsie ciblée et biopsie systématique des 4 cadrans tous les 10 cm. La stratégie, elle doit être décidée en fonction des habitudes locales et de l'expertise de l'opérateur. Je crois que pour ceux qui n'ont pas l'expertise de l'indigo-carmin, il faut vraiment maintenir les biopsies systématiques des 4 cadrans tous les 10 cm. Si on voit une lésion visible, il est indispensable de réaliser des biopsies sur le pourtour de la lésion. Si quand on reçoit notre compte-rendu d'ANAPAT, de la dysplasie sur des biopsies aléatoires qui ont été réalisées, une nouvelle colonoscopie avec chromoendoscopie, celle-là, c'est vraiment important, doit être réalisée à 3 mois. Et enfin, le consensus insiste sur le fait que toute dysplasie doit être confirmée par une deuxième lecture, par un deuxième anatomopathologiste indépendant. Il est important également de souligner que ce dépistage, il est beaucoup plus rentable quand la maladie elle est en rémission, parce que c'est souvent difficile de faire la part des choses entre l'inflammation et la dysplasie sur des biopsies. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour conclure, ce consensus reprend les examens endoscopiques et d'imagerie, mais aussi la biologie tout au cours du suivi de nos maladies inflammatoires, au diagnostic, dans le courant du suivi et aux complications. L'examen de référence, ça reste la coloscopie avec l'iléoscopie au moment du diagnostic, y compris pour la rectocolite hémorragique. Il est important de noter qu'il est indispensable de prévoir une surveillance régulière de l'efficacité de nos traitements pour vérifier la rémission clinique et la cicatrisation endoscopique. La calprotectine fécale, ça vous l'avez bien compris maintenant, c'est l'examen, le marqueur biologique le plus sensible de l'inflammation intestinale, grêle et côlon, et que donc on va l'utiliser de plus en plus. L'imagerie par scanner, et ça vous le saviez déjà, doit être réservée aux situations d'urgence, c'est-à-dire les suspicions d'occlusion, de perforation ou de cholectasie, et que enfin toute sténose colique dans les liquides doit être surveillée au minimum annuellement par une coloscopie, et que la chirurgie doit être envisagée au moindre doute en raison du risque de cancer. Je vous remercie.